paraît que le cerveau des adolescents fonctionne pas comme le cerveau des adultes, hein? J'ai entendu ça, Ah, ça, donc c'est tu sais intéressant. que c'est normal. Non, mais par exemple, à cause de Oui, c'est malléable. Fait qu'il y aurait deux impacts. Le premier, c'est que ça expliquerait qu'il y a plus d'anxiété, de dépression chez les jeunes parce que la puberté survient plus jeune maintenant, 2 ans à peu près, peut-être par rapport à ce que c'était il y oui, a 20 ou 30 ans. oui, Puis que le oui. cerveau, le cerveau est soumis à des changements hormonaux dans une période où il est Qui plus était pas fragile. prêt. OK. Hey, Ouais. c'est intéressant. Puis deuxièmement, puis ça expliquerait aussi que, mettons, comme là, on dit à un enfant, t'oublies pas de sortir les vidanges, là, puis on pense qu'il est négligent parce qu'il les sort pas, mais ce serait peut-être normal Oui. qu'il l'oublie, même si on lui a dit 8 fois. Fait que moi, depuis que j'ai entendu parler de OK. ça, je suis un petit peu plus, comme là, mon garçon savait que je faisais ça, puis là, il s'est mis à jouer au basketball juste à côté. Mais ça fait Mais c'est partie de la intéressant. vie. Mais c'est pas grave. Ouais, de la Oui, game, tout à hein? fait. Ouais. On a, on apprend plein de choses écoute, Ah, ça doit. donc, quelques minutes, là, puis je vous laisse aller, là. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! La Formation des médecins résidents du Québec fait rarement la une. La Fédération des médecins résidents du Québec représente leurs intérêts. Elle est sortie récemment dans les médias pour condamner le mode d'évaluation des médecins résidents, qui est la source, selon la Fédération et sa présidente, Dr Jessica Ruel-Laliberté, de frustration et de stress sans aucun bénéfice pédagogique. Cette semaine, mon invité, Dr Jessica Ruel-Laliberté, présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec, me présente l'organisation. Nous discutons également de son impressionnant parcours, mais nous discutons avant tout de l'enjeu lié à l'évaluation des résidents, puisque les résidents d'aujourd'hui sont nos soignants de demain. Bonne écoute. Docteur Ruel-Laliberté, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien vous-même? Oui, merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots pour parler aujourd'hui, de ce qu'est la Fédération des médecins résidents du Québec, de votre parcours, puis également parler du processus d'évaluation des résidents là, qui a été passablement modifié au cours des dernières années. Puis vous Mhm. avez, la FMRQ est sortie publiquement là, récemment, là, il y a eu 2 articles dans Le Devoir qui font référence à ce problème-là. Les 2 articles seront sur les notes de votre balado. Donc, en consultant votre CV, je voyais que vous étiez impliqué depuis longtemps là, dans ce que j'appellerais le syndicalisme étudiant, si on veut, en quelque sorte. Je dirais impliqué dans les communautés étudiantes ou dans la pédagogie médicale depuis plusieurs années, oui, effectivement. Pour moi, ça a toujours été important de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut faire bouger certains projets. Puis j'ai toujours trouvé ça super stimulant de m'impliquer dans les fédérations médicales. Donc oui, depuis le début de mon parcours, quand même assez impliquée. Mm. Ce qui m'a toujours impressionné chez des personnes comme vous, c'est peut-être l'investissement du temps, là, parce qu'il y a pas vraiment d'accommodement au niveau de vos études pour ce type d'activité-là, alors que les gens qui feraient partie d'autres organisations que l'on appellerait des syndicats, même si vous n'aimez pas le terme,
En général, les gens vont libérer du temps pour faire ça, vont même être rémunérés, je vous dirais, donc à partir du temps qui est libéré. Donc, les gens vont travailler à demi-temps, mais dans votre cas, je présume que vous avez fait votre résidence pas mal dans le temps normal ou Ouais, exactement. Donc, c'est certain que je vous dirais que j'ai eu la chance, autant dans mes études en médecine à Québec que dans ma résidence à Sherbrooke, d'avoir tu sais, des directeurs de programme qui étaient très à l'écoute, puis au fait que j'étais très impliquée. Je dirais pas jusqu'à dire que j'ai eu des accommodements tu sais, particuliers parce qu'il faut remplir tu sais, les exigences de l'externat puis de la résidence comme tout le monde. Mais par contre, je dois dire que j'ai été quand même choyée dans mon parcours d'avoir tu sais, des directeurs de programme qui m'ont libéré certaines journées pour pouvoir assister à des réunions canadiennes ou provinciales. Là. Donc, j'ai vraiment eu des gens qui m'ont quand même supporté dans mon parcours. Là. C'est certain, par contre, que ça vient avec beaucoup, tu sais, de réunions qui sont le soir, les fins de semaine, comme par exemple, traditionnellement, le conseil d'administration de la FMRQ, c'est le vendredi soir, là, donc jusqu'à très tard, là, justement parce que chaque membre du conseil d'administration doit faire ses stages puis doit faire ses journées à l'hôpital. Là. Donc, c'est sûr que ça l'amène du travail en dehors des heures ouvrables. Mais par contre, je pense que quand on est dans un programme qui est sain puis qui est ouvert à ce genre d'implication, ben ça facilite quand même la tâche là. Mm. peut-être pour commencer par la première question qui aurait dû avoir Ouais, lieu, c'est qu'est-ce que la FMRQ ou la Fédération des médecins résidents du Québec? Donc, ouais. Donc la FMRQ en fait c'est un organisme qui va regrouper là, les associations de médecins résidents là, des 4 facultés de médecine du Québec. On a à l'heure actuelle environ 4000 membres, autant des membres qui sont en médecine familiale que dans les autres spécialités reconnues là, au Québec. Donc, on représente nos membres autant sur des enjeux syndicaux tels que l'entente collective, mais aussi sur des enjeux pédagogiques là, auprès d'organisations provinciales puis canadiennes. Donc vraiment, là, on supporte les résidents de A à Z dans leur parcours, là, je dirais, dans leur parcours d'études, là, dans le fond. une fois le diplôme de médecin obtenu, que ce soit comme médecin de famille ou comme médecin spécialiste, là, il y a 2 fédérations. Donc, il y a la Fédération des médecins Ouais, omnipraticiens et la Fédération des ouais. médecins spécialistes. Vous, vous représentez les résidents des 2 entités. Est-ce qu'il y a des Ouais. frictions ou, des discussions Non, plus chauffées un peu là, au sein de la fédération, compte tenu que ultimement les gens savent qu'ils vont un peu s'opposer, là? Donc, vous êtes associés un jour, puis, je dirais pas qu'il y a de la chicane entre les 2 fédérations, mais les points de vue ne sont pas toujours les mêmes, là. ouais, je comprends votre question. Écoutez, je vous dirais que dans la grande majorité de nos dossiers, en fait, on est capable d'avoir une vision commune pour tous les membres ensemble. C'est certain que lorsqu'on arrive à des dossiers qui sont notamment les effectifs médicaux, ou est-ce que on est à la table de concertation des effectifs médicaux, puis qu'on décide par exemple le nombre de postes et en spécialité versus en médecine familiale, ben là c'est des dossiers où est-ce qu'on doit avoir une position qui en vient à représenter les deux parties, si je peux appeler ça ainsi. Mais par contre, je vous dirais que au jour le jour, sur la plupart de nos dossiers, la réalité d'un résident en médecine familiale versus un résident en spécialité n'est pas si différente, hormis la durée de formation. Là, mais bref, on les représente, on représente tout le monde sans trop d'anicroche, je dirais. Mm. Le fait que les postes de résidence en médecine familiale ne soient pas comblés année après année, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne directement ou c'est simplement un fait pour vous, là, puis vous n'agissez pas là-dessus? Ouais, en fait, c'est certain qu'on se fait poser la question, tu sais, d'année en année par rapport aux postes non comblés en médecine familiale. C'est un dossier qui nous touche en ce sens que c'est sûr que on veut s'assurer que chacun, tu sais, des étudiants en médecine puisse avoir un poste en résidence au Québec par la suite pour poursuivre son parcours. C'est un dossier qui nous touche directement, je vous dirais, parce qu'on se sent particulièrement interpellé dans le dossier de devoir valoriser la médecine familiale puis la pratique en médecine familiale.
Donc oui, c'est un dossier qui nous interpelle puis qu'on suit de près là, en fait chaque année là, le nombre de postes non comblés. Pourquoi, selon vous, ces postes non comblés-là? Ouais, c'est une grosse question. Beaucoup de facteurs là, je vous dirais. Je pense que dans les dernières années, il y a eu malheureusement, tu sais, beaucoup de doctor bashing. Euh, Autant chez les médecins spécialistes que chez les médecins de famille. Par contre, on a l'impression parfois qu'on met tout la question de l'accès à la première ligne sur les épaules des médecins de famille. Donc, ça peut sembler une pratique qui est difficile déjà à la base. Fait que toute la question de la prise en charge puis de la possibilité d'avoir réellement une pratique qui est diversifiée, c'est ce qu'on promet aux étudiants versus ce que par la suite va être leur vrai profil de pratique. On se rend compte que ça diffère un peu. Donc, c'est sûr que pour nous, il faut continuer de valoriser la médecine familiale. Mais il y a toute la notion de doctor bashing puis de l'accès de la première ligne au Québec qui repose comme seulement sur les épaules des médecins de famille qui vient peut-être décourager certains à accéder à cette spécialité-là. Là. J'ai fait il y a quelques semaines une entrevue avec Maurice Gaudreault, qui est le président du Collège Ouais, des médecins. ouais. Puis ce que je lui proposais, c'est peut-être que même le concept même de médecine familiale, c'est peut-être ça l'enjeu, là. Il y a peut-être 10 000 médecins de famille au Québec, là. J'aurais tendance Mm-hmm. à dire moitié-moitié médecins de famille, médecins spécialistes. Mais dans la Fédération des médecins spécialistes, il y a des divisions. En médecine de famille, il n'y a pas de division. Alors, de penser qu'une fédération représente de façon adéquate 10 000 membres qui ont des pratiques complètement différentes, je me demande si c'est pas là un enjeu. Puis quand vous dites la première ligne, on fait reposer ça sur les médecins de famille. Et dans les faits, ce ne sont pas tous les médecins de famille qui font de la première ligne. C'est comme si on se trouvait à diluer les problèmes sur l'ensemble des médecins de famille, alors qu'il y en a pour certains pour qui ça ne les concerne pas du tout, là. Le médecin qui fait Mm-hmm. du CHSLD 40 heures par semaine, ce n'est pas de la première ligne, mais il porte ça un peu. Je sais pas. Ouais, je Tu sais, comprends même, votre point. moi, j'ai un frère mes 2 frères sont médecins, mais l'un d'eux se questionne, qui est médecin de famille, l'un d'eux se questionne même sur l'avenir de la médecine familiale, à savoir si ça ne va pas disparaître, un peu à cause de ça. Donc, C'est intéressant. hmm, Je pense qu'il faudrait poser la question à Dr Amio, le président de la FMOQ, c'est un objectif. mais effectivement, tu sais, je pense que votre point de vue est intéressant. Je pense aussi qu'il faut beaucoup se questionner, tu sais, sur ce que les autres professions, tu sais, peuvent nous amener justement dans l'accès à la première ligne. Je pense que ça doit faire partie, tu sais, Mhm. du débat là. Les IPS, les pharmaciens, la jeune génération, je vais appeler ça ainsi, tu sais, a beaucoup été exposé, on va dire, à l'interdisciplinarité. C'est quelque chose qui est enseigné maintenant, tu sais, sur les bancs d'école à l'université. Donc, je pense que la jeune génération de médecins va être à tout le moins beaucoup plus à l'affût de l'interdisciplinarité en médecine puis en santé en général. Mais ouais, je vous invite à poser la question à Dr Amio, voir ce qu'il en pense, là. Dites-moi, globalement, diriez-vous que les médecins résidents en fin de formation au Québec, globalement, là, se sentent prêts à entrer en pratique ou Ouais, en général, là, tu sais? ouais, en général, en fait, c'est une question qu'on pose à nos médecins finissants. En fait, là, dans leur première année de pratique, un sondage est distribué à nos ex-membres, si on veut, pour savoir un peu leur profil de pratique, où est-ce qu'ils ont décidé d'aller pratiquer ou d'aller faire un fellow, puis est-ce qu'ils se sentaient prêts à leur début de pratique. En général, la réponse est favorable. Les gens se sentent prêts à aller pratiquer. Dans certaines spécialités, incluant la médecine familiale, justement, certains auraient voulu avoir quelques mois de stage de plus. En fait, non pas parce qu'ils ne se sentaient pas prêts, mais plus parce que avec l'attribution de leur PEM, donc de leur poste de où est-ce qu'ils vont pratiquer, ils auraient aimé avoir quelques mois supplémentaires de stage pour pouvoir aller chercher un peu des compétences qu'ils savent qu'ils vont devoir
avoir dans leur profil de pratique, là. Donc, certains auraient voulu, c'est ça, quelques mois de stage de plus en fin de résidence pour, par exemple, faire quelques mois d'urgence de plus si finalement le poste qu'ils ont obtenu va amener quelques chiffres à l'urgence. Mais je vous dirais que sinon, en médecine spécialisée, en général, les ex-résidents répondent de manière favorable par rapport au fait qu'ils étaient prêts, qu'ils se sentaient prêts à aller pratiquer. D'accord, d'accord. Pour nos auditeurs non médecins, disons, quel est le parcours pour être médecin spécialiste au Québec, là? Souvent, les gens demandent tu as fait combien d'études, ça a pris combien de temps? Les gens sont souvent impressionnés, disons, par la durée. Donc, Oui. pour devenir médecin spécialiste, puis pour travailler en milieu universitaire, on rajoute une petite couche de crémage de plus. Donc, on Ouais. parle de combien d'années, là? Ouais. Donc, en général, le doctorat en médecine, habituellement, c'est 5 ans, avec l'exception de Sherbrooke pour qu'on peut faire un doctorat en médecine de 4 ans. Bon, il y a quelques autres exceptions ailleurs. Mais bref, 4 ou 5 ans pour le doctorat en médecine. Par la suite, la résidence en médecine spécialisée. La plupart des programmes, c'est 5 ans. Quelques programmes, 6 ans. Donc là, on est quasiment on est pas mal rendu à 10 ans. Puis par la suite, si on veut travailler en milieu universitaire, ben là, il faut aller chercher une formation supplémentaire qu'on appelle une formation complémentaire, un fellow, le terme le plus connu. Et là, on rajoute 1 an, 2 ans, voire 3 ans dans certains cas. La formation complémentaire vise à aller chercher soit une expertise en recherche, une expertise en pédagogie ou un domaine technique ou une surspécialité particulière qu'on vise à ramener dans l'université à laquelle on va être rattaché. Donc, si on met ça en général, là, un médecin spécialiste, habituellement 10 ans. Si on rajoute une carrière universitaire, 11 à 12 ans là, d'université. Et s'ajoute à cela, vous me corrigerez, dans bien des cas, pour préparer une candidature de fellowship, souvent en cours de résidence, une maîtrise ou Ouais. une formation clinicien-chercheur, comme dans votre cas, vous avez rajouté une maîtrise en épidémiologie clinique pendant Ouais. votre doctorat en médecine ou Ouais. donc Ouais. Moi, ça a été pendant mon doctorat, mais ouais, on peut aussi faire une maîtrise justement en épidémio, un clinicien-chercheur, donc bref, des formations supplémentaires en recherche qui peuvent se faire autant durant le doctorat en médecine que durant la résidence. Puis là, justement, certains vont ajouter 1 an, voire 2 ans là, de formation supplémentaire. mais dans votre cas, je veux être sûr de bien comprendre, là, pendant le doctorat en médecine qui compte là, pour les gens donc non initiés, en théorie 200 crédits, c'était le cas à Ouais, l'époque, vous avez ouais, rajouté 45 crédits de maîtrise. ouais. Quand même. OK. Mais en fait, le programme de l'Université Laval, permet quand même une bonne flexibilité. Je pense que la D'accord. flexibilité, c'est la clé dans tout ça. Mais bref, j'en ai profité mes étés de congé, si on peut dire entre parenthèses de congé. Là, j'en ai profité pour faire des crédits de stage de recherche, justement. Là, donc, puis après ça, j'avais des sessions universitaires un peu plus chargées pour pouvoir faire les cours de recherche, là, donc d'épidémio-clinique en même temps que les cours de médecine. Là. Honnêtement, c'était pas si intense que ça. Ça se fait bien. Je trouve que une résidence en spécialité chirurgicale, c'est pire. Mettons, si j'avais à comparer, là. Ah Ouais. oui, oui? OK. Ouais, On ouais. avait mais qu'est-ce qui vous a poussé, là, disons, parce qu'après 2 ans de médecine, de tout de suite prendre un profil de maîtrise, ça veut dire que vous avez déjà un plan devant vous, là? Donc, de commencer une maîtrise pendant votre Et en doctorat en fait, moi, médecine. Vous ouais, percevez non, déjà non, je comprends. l'importance, j'imagine, là, De la d'avoir un recherche? dossier oui, c'est ça notamment, mmh. Ouais, ben en fait, je vous dirais que, tu sais, dans ma famille, moi, j'ai absolument personne en médecine, là, fait que c'était pas, j'avais pas eu comme un briefing par rapport au fait que si je voulais une carrière universitaire, fallait que je fasse, tu sais, de la recherche ou que j'aie une maîtrise, là, fait que c'était pas ça l'idée derrière. C'était vraiment que j'avais un intérêt, je vous dirais, pour la recherche. J'ai commencé par un petit projet de recherche, j'ai été intéressée. Je suis tombée sur un directeur de recherche qui m'a comme convaincue de l'importance de la recherche, mais surtout d'avoir un diplôme d'attaché avec ça si on veut par la suite avoir
avoir des bourses pour certains, réussir des demandes de financement pour faire des projets de recherche. Donc, ça s'est fait comme naturellement, rapidement, oui, dans mon parcours, mais c'était pas avisé, c'était pas parce que quelqu'un m'avait briefé ou que c'était nécessaire dans mon parcours de faire ça, là. Je comprends. Ça s'est comme fait, ouais, naturellement, ouais. Quand même. Alors, cet horaire Mm. très chargé m'amène à vous parler d'épuisement professionnel. Donc, vous êtes très souriante, donc manifestement, ça ne semble pas être un enjeu pour vous à première vue, mais on entend que c'est un enjeu. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on va parler de la formation actuelle. Mais l'épuisement professionnel pour les médecins résidents, c'est un enjeu important pour vous, à ma Mhm. connaissance. Ouais, ben je pense que, tu sais, dans notre domaine, je pense que c'est de plus en plus une réalité. Autant la FMEQ, tu sais, la Fédération médicale étudiante du Québec, que la FMSQ puis la FMOQ, tu sais, ont de plus en plus de données sur l'épuisement professionnel, que ce soit chez les étudiants en médecine que les médecins en pratique. Pour nous aussi, ça devient vraiment une réalité. Je vous dirais que en moyenne, nos médecins résidents passent 72 heures par semaine au travail. Puis ça l'exclut, bon, l'étude, puis la préparation aux examens lorsqu'on est en fin de résidence puis qu'on doit faire notre collège royal. On a de plus en plus, c'est ça, de données qui démontrent que durant la résidence, certains ont des idées suicidaires, ont des symptômes dépressifs. Les données sont quand même assez alarmantes, là. Je vous dirais que c'est un résident sur deux durant sa résidence qui va vivre une forme d'épuisement professionnel ou une forme de symptômes dépressifs pendant plusieurs semaines. Fait que pour nous, l'épuisement, ça fait vraiment partie de notre réalité à la FMRQ. On fait beaucoup, on offre beaucoup, en fait, là, de soutien à nos membres en difficulté. On s'assure d'avoir du soutien psychologique qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via un service qu'on offre là, à la fédération. Il y a aussi le programme d'aide des médecins du Québec qui est un de nos partenaires, un programme que l'on apprécie beaucoup puis que l'on essaie de promouvoir. Fait que c'est sûr que pour nous, l'épuisement chez les médecins résidents, c'est vraiment quelque chose qui est présent. On collige des données, je vous dirais, là, chaque année sur le stress puis le bien-être de nos membres. On essaie de faire aussi un soutien aux activités bien-être dans les milieux locaux. Fait que pour nous, la prévention de l'épuisement professionnel, c'est vraiment un dossier majeur dans notre fédération, là. Quand vous dites que 50% de vos membres ont souffert d'épuisement professionnel, là, pour vous, vous le définissez comment, là? Parce que c'est par sondage? Ouais. Donc, quel genre de questions allez-vous demander pour évaluer donc ça? on y va. Ouais. En fait, on a vraiment des questions qui sont basées vraiment sur des symptômes dépressifs là, tels que listés dans le DSM. OK. Donc, vraiment, avec aussi une durée de symptômes, où est-ce qu'on demande ces symptômes-là ont duré combien de temps, combien de semaines, est-ce que vous avez eu des idées suicidaires, est-ce que vous avez un plan, bref, vraiment des questions intenses, je vous dirais, mais pour nous, c'est des questions qui sont importantes, puis les résultats sont vraiment importants pour nous d'être colligés, là, donc c'est comme ça qu'on mesure ça, ouais, chaque année, là. Pensez-vous que c'est pire qu'avant ou que c'est simplement mieux documenté, selon vous? Ouais, ouais, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs derrière ça. Il y a des changements. Notre société change. Si on regarde, dans les dernières décennies, je pense qu'il y a eu une démocratisation, si on veut, du sujet. C'est-à-dire que de parler d'épuisement, de parler de bien-être, c'est quelque chose que dans notre société, on en parle de plus en plus. Il y a aussi le fait que on collige de plus en plus ces données-là.
Fait que, tu sais, c'est très dur pour moi de vous dire, il y a 40 ans, quel était le portrait, tu sais, des médecins résidents. Est-ce qu'ils étaient tout aussi déprimés, épuisés? Pour vous dire bien franchement, tu sais, la réponse, je l'ai pas. Mais je pense que Mhm. c'est un dossier dont on parle, tu sais, de plus en plus. Puis on a le visage aussi de la société qui change dans les dernières décennies par rapport à ce sujet. Mais ce Mhm. que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ben c'est certain que pour nous, tu sais, de l'épuisement, des symptômes dépressifs, des idées suicidaires, c'est vraiment quelque chose qui touche nos membres de manière assez prépondérante, là. Donc, c'est un sujet qu'on Mhm. regarde de près. Ouais. Parce que je vous prédis que vous allez vivre ça un jour, quand vous allez être patronne. On a s Mm. Vous allez porter un jugement sur les résidents qui sont en dessous de vous, puis vous allez trouver qu'ils sont différents de vous. Tu sais, donc Ça se que peut. dans votre temps, c'était plus difficile, que vous avez travaillé plus qu'eux, puis c'est générationnel. Donc, puis en fait, voyez-vous, quand vous me dites 72 heures, là, quand on pense à ça, c'est quand même quelque chose. 72 heures Ouais, par semaine, plus l'étude, ouais, donc c'est vraiment beaucoup de temps, là, tu sais. Donc c'est vraiment, puis c'était ça aussi, je vous dirais, dans mon temps, entre guillemets, là. Moi, j'ai commencé ma résidence en 1992. Il y a certains éléments qui ont changé, là, notamment les gardes de 24 heures. Ça n'existe plus. ouais, Ou ce qu'on appelle prendre les lendemains de garde, là, tu sais. À mon époque, comme vous le savez ouais, sûrement, si on était de garde le lundi matin, ben, on travaillait jusqu'au mardi soir, là. Donc, ouais. ça pouvait être sans dormir. Puis s'il y avait simplement 3 résidents dans l'hôpital, ça revenait aux 3 jours, là. Ça, ce sont des choses qui ne sont plus admises aujourd'hui, plus acceptables. Euh, mais nous, quand ça a commencé, cette discussion-là de dire, ben, on va enlever les gardes de 24 heures, tu sais, comme dinosaures, on trouvait que ça n'avait aucun sens, là. Mais dans les faits, c'est plein de bon sens, là. S'ajoute à Ouais, ça plein de choses, dont, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité des soins, là, vous avez peut-être déjà vu, oui, il y a une étude qui avait paru il y a quelques années où on disait que quelqu'un qui n'avait pas dormi pendant 24 heures avait le niveau de fonctionnement cognitif d'une personne qui avait une alcoolémie là, ouais, au-dessus de 0,08, donc ne serait pas en oui, état de conduire une voiture, mais serait techniquement en train de donner des soins. Ça n'a aucun sens, là. Donc, exact. bref, c'est pour dire que les temps changent, mais c'est pour le mieux dans certains cas. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on en parle plus. Puis moi, je le vois dans ma pratique parce que je vois des collègues admettre là, finalement qu'ils sont rendus à un point où il faut juste prendre une pause, là, tu sais. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant, là, tu sais. Puis, Non, les clair. gens ne portent pas puis les gens ne portent pas de jugement là-dessus. Mais maintenant, là, ça fait partie de, de la pratique de dire, ben, tu sais, on a un collègue qui est futé, qui est, pour toutes sortes de raisons, prendre une pause, puis va revenir plus en forme, là. Avant, probablement qu'il y a 10 ans, on aurait entendu des commentaires négatifs Clair. Puis, face à ça, là. ouais. Puis, ben, tu sais, je suis contente d'entendre tu sais, ce que vous me dites. Puis, effectivement, tu sais, je pense que c'est bien que on évolue, tu sais, sur cette question-là, puis qu'on commence à avoir des réflexes de se dire que, ben, après tant d'heures que je travaille, c'est pas de prouver, tu sais, que je suis plus forte que les autres que de rester, mais c'est au contraire de se dire peut-être que je suis plus sécuritaire à la maison que d'être en train de donner des soins qui peuvent être dangereux si ça fait 36 heures que j'ai pas dormi, tu sais. Fait que je trouve ça Mhm. bien qu'on entende, en fait, qu'on se pose cette question-là. Puis effectivement, l'étude dont vous me parlez, je l'ai lue, je l'avais vue. C'est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à se poser la question de, quelles sont nos capacités après 24 heures, s'endormir. Puis c'est intéressant, de voir que, par exemple, dans d'autres domaines, on a qu'à prendre les pilotes d'avion, par exemple, ben que eux, leur pratique est vraiment régulée en termes de nombre d'heures d'affilée qu'ils peuvent faire pour être sécuritaires, parce que justement, ils ont la vie de certaines personnes entre leurs mains. Puis que pour nous, en médecine, c'est comme si, il y a quelques années, ce concept-là n'existait pas, de se poser des questions sur quelle est la sécurité des soins qu'on donne après ma 28e heure, tu sais. Fait que bref, je Mhm. trouve ça intéressant qu'on évolue sur cette question-là. Tout à fait.
L'autre enjeu important en médecine, c'est la discrimination. Donc, puis j'aurai une anecdote à vous raconter peut-être tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a encore un enjeu de discrimination auprès des médecins résidentes au Québec dans le moment, ou c'est chose du passé? Ouais. Je pourrais pas vous dire que c'est chose du passé, tu sais, absolument à 100%. Mhm. C'est jusqu'à tout récemment, en fait, là, on a eu un cas d'une médecin résidente qui s'était fait poser des questions discriminatoires en entrevue pour un poste pour travailler dans un établissement. Où est-ce qu'entre autres, elle s'était fait poser, bon, quelle était sa situation conjugale, combien d'enfants elle voulait, quand est-ce qu'elle planifiait ses congés de maternité. C'est des questions qui n'auraient pas été posées à un homme. Par contre, je pense qu'on avance quand même sur cette question-là. J'ai pas de données à vous fournir sur, par exemple, la discrimination qui pourrait avoir lieu dans des milieux qui étaient traditionnellement, très masculins, puis que tranquillement, pas vite, ce sont des milieux qui se féminisent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que selon nous, il reste quand même un problème global, d'intimidation et d'harcèlement dans les milieux de résidence. Je vous dirais pas que c'est partout, mais il reste une forme d'intimidation dans certains milieux de stage qui peuvent être toxiques. Puis ce problème-là, je pense, va au-delà du genre ou de la nationalité de la personne. Là. Fait que je vous dirais que j'ai pas beaucoup de données à vous offrir. Oui, il reste certains exemples concrets de notre côté qui ont amené à des griefs déposés sur de la discrimination qui a été faite à l'égard de certaines femmes. Mais il y a aussi pour nous un problème global qui reste d'intimidation et d'harcèlement dans certains milieux qui sont plus toxiques, je vous dirais. OK. Mais vous dites qu'il y a un problème global dans certains milieux. Ça veut dire que il y a des milieux identifiés là, que vous connaissez à la Fédération, d'où émanent plus de plaintes finalement? Ou Oui, puis je vous sans les dirais qu'on n'est nommer, pas là, les seuls. OK. Non, bien entendu, mais Ouais. puis on n'est pas les seuls à connaître ces milieux-là, là, que ce soit les facultés de médecine ou ou le Collège Royal lorsqu'il fait l'agrément de certains des programmes en médecine spécialisée, entre autres, ben il y a certains lieux de stage dans certaines résidences qui sont nommés comme étant plus problématiques, ou est-ce que, par exemple, la convention n'est pas respectée, ou est-ce qu'il y a certains patrons ou même autres professionnels qui sont inadéquats envers certains de nos membres. Je pense que ça fait partie de la réalité de plusieurs milieux de travail en général, là, dans le sens qu'il peut y avoir des problèmes d'intimidation et d'harcèlement dans d'autres milieux qui sont pas nécessairement dans le domaine de la santé. Fait que oui, ça reste une problématique qui est vécue chez certains de nos membres, puis on essaie de les identifier en fait, puis que pour essayer de faire changer un peu les mentalités par rapport à ce qui est vécu par certains de nos membres. Là. Il reste du travail à faire. Ouais. C'est une question, ce n'est pas une question piège, mais trouvez-vous que les femmes changent la pratique de la médecine, ou parfois si la médecine change un peu les femmes? Parce que parfois on voit après quelques années, comme j'ai des collègues chirurgiennes, puis parfois on regarde la personnalité, puis là on compare peut-être avec d'autres domaines, puis on dit finalement, je dirais pas que l'attitude, là, je veux pas, puis je dis pas ça de façon négative, mais comment elle se comporte, puis même parfois la façon dont elle parle ou quoi que ce soit, on dit, on rentre dans un moule finalement, là, puis on dit, est-ce qu'on a choisi une spécialité en raison de notre personnalité, ou c'est la personnalité qui module un peu notre façon d'être, je sais pas. Ouais, mais c'est une question intéressante. Est-ce que les femmes vont changer la pratique de la médecine en général? Je pense qu'il y avait une étude publiée aux États-Unis là, dont je n'ai pas donc je l'ai pas devant moi en ce moment, mais qui avait quand même recensé qu'il y avait une diminution du nombre de décès si les gens avaient été soignés par une femme versus par un homme. J'ai vu cette Ouais, étude-là. Ouais. on peut se questionner C'est sur la très... fiabilité
méthodologique de cette chose-là, mais bref, je pense qu'il faut pas juste voir la question sur le fait que est-ce que c'est juste parce que il y a plus de femmes que la pratique de la médecine va changer. Je pense qu'il y a une transformation actuellement, de la pratique de la médecine en général, puis il y a une transformation aussi, comme je le disais, de notre société en général actuellement. Et je pense qu'on a déjà, entendu des choses négatives là, par rapport au fait que s'il y a plus de femmes en médecine, elles vont travailler moins fort, elles vont prendre moins de patients en charge. Selon moi, faut pas voir la féminisation de la médecine comme un problème en soi, puis de valoriser ou de répéter certains concepts comme quoi s'il y a plus de femmes, elles vont prendre moins de patients en charge. Selon moi, on devrait se tasser de ce discours-là. Selon moi, je pense qu'il faut plus se questionner sur notre société, on est rendu où en 2022 par rapport à la pratique de la médecine en général. Si on compare il y a 40 ans avec des modèles où est-ce que peut-être que les deux partenaires à la maison ne travaillaient pas, dans le sens qu'il y en avait juste un des deux qui travaillait, l'autre personne était à la maison, pouvait subvenir aux besoins de la famille. Là, on est plus dans des modèles à l'heure actuelle où est-ce que les deux partenaires vont travailler, ou est-ce qu'on parle de plus en plus de bien-être dans notre société. Je pense que c'est plus là qu'il faut se questionner sur c'est quoi l'avenir de la médecine dans les prochaines années, en ce sens que est-ce que chacun de nos médecins vont vouloir travailler en général toute leur vie 70 heures semaine. Je pense qu'il faut se poser cette question-là, mais non pas voir le problème comme nos médecins voudront plus travailler 70 heures semaine parce qu'il y a plus de femmes. Je sais pas si vous me suivez dans mon discours. Tout à fait. Non, en fait, moi, je vous posais la question, puis j'ai l'impression parfois de vivre dans un monde de licorne parce que, je sais pas, à Québec, mettons, dans mon réseau proche, là, pour moi, ça n'est pas un enjeu. S'il y a de la discrimination, moi, je ne la vois pas. Donc, puis là, j'entends parler de choses comme ça, des milieux de stage qui sont encore où il y a de la discrimination connue, là, puis je suis comme... Ça me surprend, là, ça me déçoit, ça me surprend. Puis pour moi, la féminisation de la pratique, ce n'est pas un enjeu, c'est un fait. Puis je pense que peut-être les gains que pourraient techniquement faire nos collègues féminines au point de vue de la qualité de la pratique, on va en bénéficier aussi, là. Donc, au niveau de la qualité de vie, des accommodements, puis nous, on a maintenant des résidents de sexe masculin qui ont pris le congé parental aussi. Je veux dire, c'est une nouvelle façon de faire la médecine, puis c'est probablement ça qui est normal. Donc, c'est pas ce qui a été fait dans le passé. Donc, moi, je vois ça d'une façon tout à fait positive. Mais en fait, moi, je trouve, ça fait longtemps que je côtoie des résidents et des résidentes, puis règle générale, moi, de mon point de vue de père, là, qui a des enfants qui rentrent à l'université, je trouve que, règle générale, vous êtes des modèles de rôle exceptionnels, là. Dans le sens, je regarde un parcours comme le vôtre ou ceux que je côtoie, puis c'est vraiment extraordinaire. Donc, si ça peut simplement pousser parce que c'est un profil ou une décision qu'on doit prendre relativement tôt dans la vie, de se diriger dans une carrière qui demande autant de sacrifices personnels, là, parce que c'est vraiment un sacrifice personnel de s'embarquer sur un voyage de 10 à 12 ans pour atteindre un tel niveau de spécialité. Écoutez, ça conclurait la première partie de l'entrevue, donc on prend une courte pause, puis on revient dans quelques instants. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO SANTE.ca.
Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Docteur Ruel-Laliberté, la raison première de notre entrevue aujourd'hui, c'est que la FMRQ a fait parler d'elle dans Le Devoir à 2 reprises en raison du mode d'évaluation des résidents qui a été mis en place il y a maintenant 5 ans, qui émane, vous me corrigerez, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Et qui change Ouais. un peu peut-être là la façon d'évaluer les résidents, puis c'est une nouvelle façon de fonctionner que vous critiquez depuis les tout débuts. Puis la raison de la sortie publique de la FMRQ, c'est que ce que vous dites et ce qu'une récente étude dit également, c'est que vous n'avez pas été écoutés. Donc, est-ce que je résume bien le constat actuel? Ouais. Oui, vous résumez très bien le constat actuel. Puis c'est aussi en fait, on critique en fait le peu de littérature qui est disponible actuellement, qui vient. En fait, la littérature actuelle ne vient pas supporter ce nouveau mode d'évaluation des médecins résidents en spécialité, alors que dans le concret, ça représente énormément plus de travail. Puis des centaines de fiches d'évaluation à remplir. Ça représente aussi beaucoup plus de travail pour nos patrons enseignants qui doivent constamment nous évaluer. Donc, bref, ce qu'on critique, c'est qu'on est venu changer complètement la manière dont on évalue les médecins résidents qui font une spécialité, alors qu'il y avait très peu de littérature qui venait appuyer ce changement-là. Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que là, ça peut devenir quand même assez Ça ardu pour devient le complexe. non-initié. Oui. Vous avez parlé Ouais. tout à l'heure d'une résidence de 5 ans. Donc, je vais faire un court résumé de ce que j'en comprends parce que j'ai des résidents. Mais donc, la résidence dure 5 ans. Il y a des stages, il y a des objectifs. Et jusqu'à 2017, le résident fait en chirurgie, par exemple, peut faire un stage de chirurgie, mais peut également faire un stage de radiologie ou un autre stage. Il y a des objectifs associés à ce stage-là. Puis à la fin de son stage, le résident va avoir une évaluation. Puis à ce moment-là, Ouais. qui va être transmise à son directeur de programme. Puis ultimement, il y a un comité de programme, il y a un comité de promotion. Puis ultimement, le programme, par exemple, le programme de de gynécologie de Sherbrooke va dire à Dr. Ruel-Laliberté, vous pouvez vous présenter à vos examens du Collège royal et vous obtenez votre diplôme. Mhm. Donc, en gros, c'est bien Ouais. ça qui avait lieu jusqu'en 2017, si je résume bien là, pour nos auditeurs. Ouais, exactement. Et que s'est-il passé en 2017? Donc, Ouais. Donc, le Collège royal, en fait, a mis sur pied un programme qu'on appelle la compétence par conception. On va appeler ça la CPC. C'est l'acronyme. Donc, la CPC a été introduite depuis 5 ans dans plusieurs programmes en médecine spécialisée. La CPC, ce que c'est, en fait, c'est que on vient un peu changer la manière dont on évalue les médecins résidents en spécialité. C'est-à-dire qu'on considère maintenant qu'ils doivent remplir des fiches d'évaluation pour plusieurs situations cliniques ou des situations d'habileté technique, en plus de se faire évaluer à la fin de chacun de leurs stages. Donc, dans le concret, ce qu'on dit aux médecins résidents, c'est chaque jour, essaie de remplir une fiche avec un patron d'une situation que tu as vue. Donc, par exemple, tu as réalisé une appendicectomie aujourd'hui, fais-toi évaluer par ce patron-là qui t'a regardé faire l'appendicectomie, ou tu as vu un patient à l'urgence que tu as révisé au téléphone avec ton patron, mais demande-lui qu'il te remplisse une fiche d'évaluation pour ce patient-là que tu as évalué. Ces fiches d'évaluation-là,
dans le 5 ans en résidence, il y en a des centaines et des centaines à remplir. Puis, ces fiches-là, en fait, viennent s'ajouter au modèle traditionnel qui est de réussir tes stages avec des objectifs. Donc, pour nous, ça représente une charge de travail vraiment supplémentaire, autant pour les médecins résidents, mais aussi pour les médecins enseignants qui doivent constamment remplir de ces fiches d'évaluation-là. Puis le système a de l'air facile là, de la manière que je vous en parle, là, des fiches d'évaluation, mais le système est très complexe. C'est-à-dire que les médecins résidents doivent vraiment faire un suivi rigoureux de toutes les fiches d'évaluation qu'ils ont demandées. Doivent obtenir une note. Là. Il y a comme une échelle d'évaluation qui est sur 5. Donc, doivent obtenir une note habituellement de 5 sur 5 ou 4 sur 5 parfois, c'est accepté, pour considérer que cette fiche clinique-là, donc cette APC-là, est réussie. Puis, il y a plein de critères. Là. Donc, mettons pour une APC qui est de réaliser une appendicectomie, ben ça se peut que le Collège royal demande en fait qu'on ait prouvé par 7 fiches d'évaluation différentes qui ont été visualisées par 3 chirurgiens différents qui nous ont vu faire une appendicectomie puis qui nous mettent une échelle de 5 sur 5. Donc, ça demande un suivi qui est extrêmement rigoureux de la part des médecins résidents pour savoir qu'ils sont rendus où dans le nombre de fiches d'évaluation qu'ils ont demandé. Et donc, ça vient vraiment alourdir la charge de travail de nos médecins résidents qui, dans le concret, la plupart se font même un fichier Excel où est-ce que ils remplissent chaque fois qu'ils demandent une fiche d'évaluation, là, ils l'ajoutent dans leur Excel. Là, il faut qu'ils suivent le résultat de cette fiche d'évaluation-là pour voir s'ils ont eu 4 sur 5 ou 5 sur 5 parce que sinon, c'est pas une fiche clinique, c'est pas une APC qui est considérée comme réussie, donc il faut qu'elle redemande une autre pour le même sujet ou la même situation clinique. Donc, ça demande un suivi extrêmement rigoureux. Il faut être très organisé pour réussir à obtenir toutes les APC nécessaires en résidence. Puis, tu sais, ça représente, comme je l'ai dit, un ajout aussi de tâches administratives qui est vraiment important pour nos patrons. Puis l'objectif est vraiment pas de porter le blâme, tu sais, de mettre le blâme sur nos patrons, mais c'est sûr qu'on a des problématiques aussi où est-ce que certains médecins enseignants, remplissent pas vraiment les APC. Le délai moyen là entre le résident qui demande une fiche d'évaluation puis le fait que la fiche d'évaluation soit remplie, c'est en moyenne 13 jours, selon ce qui est rapporté par nos membres. Donc, puis bien souvent, en fait, il y aura aucune rétroaction verbale qui va avoir été faite sur le cas clinique. Là. Donc, pour vous donner un exemple, ben je vois une patiente à l'urgence, je demande une fiche d'évaluation, elle m'est retournée 2 semaines plus tard. Donc, on peut se questionner sur la valeur pédagogique de recevoir une fiche d'évaluation qui a été remplie à la va-vite 2 semaines plus tard. Puis aussi, on peut se questionner sur est-ce que autant le résident que le patron se souviennent réellement de cette interaction-là, de cette patiente-là à l'urgence qu'ils ont vue il y a 2 semaines. Puis étant donné qu'il y a peu de rétroaction verbale qui est obtenue, ben on se questionne vraiment en fait sur la valeur pédagogique de tout ce système-là qui a été mis en place, qui représente une lourdeur administrative incroyable pour très peu de bénéfices selon selon ce que nos sondages rapportent, mais aussi selon le rapport des chercheurs qui a été des chercheurs indépendants qui ont aucun lien avec la FMRQ, qui ont vraiment regardé la littérature qui était disponible derrière la compétence par conception ou l'apprentissage de la médecine à l'aide de compétences puis de fiches cliniques. Puis la littérature derrière est vraiment en fait très pauvre. Puis c'est pas un système en fait qui a réellement été validé au Canada avant sa mise en place là à travers le Canada dans tellement de programmes. Ce que ce rapport-là documente, ce rapport qui s'appelle l'analyse critique d'un changement de paradigme pédagogique dans le cadre de la résidence en médecine au Québec. On pourra rendre le rapport disponible sur votre note de balado. Le rapport mentionne également qu'il n'y a pas eu de suivi là, de l'implantation de ce programme-là, puis le rapport déplore également le silence des autres instances, là, que ce soit les universités, le Collège des médecins et le ministère de la Santé. C'est bien ça? Oui, exactement.
Ouais, en fait, si je peux commenter là-dessus, ben Mmh. effectivement, depuis l'implantation, tu sais, de la CPC au Canada, il y a très peu, tu sais, de données qui ont été recensées sur euh, autant les bénéfices que les défis entourant l'implantation de ce système d'éducation-là. Il y a aussi aucune donnée qui a été colligée par rapport à est-ce qu'on améliore les connaissances cliniques de nos médecins qu'on forme via ces systèmes-là? Est-ce qu'on améliore leurs habiletés techniques? Donc, tu sais, il n'y a aucune donnée là-dessus. La FMRQ, dès la première année, en fait, de l'implantation de ce système, on a été les seuls, en fait, au Canada à colliger des données sur les premiers médecins résidents qui étaient dans ce système-là. Donc, c'était des médecins en anesthésie et en ORL. Donc, après 1 an d'implantation, on les a tous rencontrés. Tu sais, c'est sûr que ça faisait un petit nombre, tu sais, pour la première année, étant donné que Tout c'était à juste fait. des erreurs en anesthésie puis en ORL. Donc, ça a été facile de les rencontrer. Puis vraiment, tu sais, ce qu'on a entendu, tu sais, c'est vraiment que la première année, c'était vraiment difficile, là, l'implantation de la CPC avec bon des médecins enseignants qui avaient beaucoup manqué de formation par rapport à c'était quoi la CPC, comment évaluer les résidents là-dedans, puis qu'est-ce qu'elle représentait l'échelle, là, l'échelle O-score qu'on appelle. Là. Donc, quand est-ce que je mets 4 sur 5 à un résident, quand est-ce que je mets 5 sur 5. Il y avait aussi des lacunes incroyables sur le portail où est-ce qu'on demandait ces fiches d'évaluation-là. Donc, tu sais, vraiment, on a été comme les premiers au Canada à sonner l'alarme suivant l'an 1 de l'implantation de la CPC. Depuis, c'est sûr que on n'est pas là à dire que tout est blanc ou tout est noir. Il y a quand même de plus en plus de programmes qui ont offert de la formation aux médecins enseignants pour comprendre ce système-là d'évaluation de fiches cliniques. De plus en plus aussi, les résidents sont formés en début de parcours sur ce qu'est la CPC, ce qui est attendu d'eux, mais on reste quand même avec la même question de quel est le bénéfice pédagogique derrière. Puis ça, à l'heure actuelle, ben on n'a pas la réponse. Puis on ne peut pas, à l'heure actuelle, affirmer que tout ce système-là qui est en train d'être appliqué partout à travers le Canada pour la plupart des programmes en spécialité, ben que ça l'améliore à la fin les compétences de ces médecins-là qui sont formés. Et Donc, vous avez, c'est... Ouais. vous avez donc sondé vos membres, là, vous en faisiez mention, mais là maintenant vous avez Ouais. 4 ans de données Rapport, ouais. Ouais. qui démontrent, on parlait tout à l'heure d'épuisement professionnel, symptômes dépressifs, Ouais. donc cet élément-là seul vient rajouter on parlait de couche tout à l'heure, là, le couche de fellowship, mais Ouais. là, ça vient rajouter une couche d'anxiété, des résidents même qui s'empêchent de prendre des vacances parce qu'il leur manque certaines fiches d'évaluation, des Ouais. résidents qui se font, entre guillemets, menacer ou refuser l'accès aux examens en fin de spécialité en raison Ouais. d'un manque de fiches de spécialité, alors que, selon ma compréhension, ce n'est pas une exigence formelle d'avoir toutes ces fiches-là en main. C'est bien ça? Donc, Exactement. mmh, Exactement. Donc effectivement, dans l'application de cette nouvelle méthode d'évaluation, ben, c'est sûr que ça a vraiment rajouté une lourdeur, tu sais, administrative importante pour nos résidents, puis une couche de stress aussi vraiment importante parce qu'on en parle peu, mais il y a aussi toute la game là, puis là vous m'excuserez l'anglicisme là, mais il y a aussi toute la game d'être gentil avec son patron pour qu'il veuille nous remplir une fiche clinique à la fin de la journée. On a entendu des exemples pas possibles, là. Puis c'est vraiment, tu sais, le but est vraiment pas de porter le blâme sur nos patrons, c'est vraiment pas mmh ça le but. Mais on comprend que autant pour les médecins résidents que pour les médecins enseignants, ça représente une lourdeur administrative qui est vraiment, une couche de plus puis qui est vraiment intense. Mais on a entendu tous des exemples de euh, par exemple, un médecin résident qui avait comme accumulé les fiches de consultation de la journée, c'est pour que par la suite le patron puisse faire sa facturation, puis que by the way, en lui donnant la couche, ben, en fait la pile de consultation de la journée, ben rajoutait comme 2-3 fiches cliniques, 2-3 APC à remplir. Tu sais, on a entendu des stratagèmes, tu sais, pas possibles pour réussir à faire remplir des APC. Puis c'est sûr que pour nous,
ce qu'on entend, c'est que ça rajoute vraiment un stress qui est important pour nos médecins résidents parce que ils doivent vraiment faire un suivi, s'assurer qu'ils ont assez de fiches cliniques là, d'APC qui sont remplies. On n'a pas défini l'APC tout à l'heure. L'APC, donc, c'est l'activité professionnelle confiée. Donc, c'est Ouais, ça? confiable, OK. exactement. Ouais, exactement. Là, donc, Confiable. c'est un peu ce qu'on Ouais. pourrait les fiches d'évaluation là, que je vous parle tout à l'heure. Là, Quotidienne, c'est ça. ouais, exactement. Là. Donc, par exemple, pour faire une appendicectomie, ça nous prend 7 fiches cliniques différentes, évaluées par 3 patrons différents. Puis là, si tout ça mis ensemble, on a eu 7 fois 5 sur 5, on peut considérer que l'APC est réussi. Donc, OK. c'est sûr que pour nous, ça l'ajoute vraiment, comme je vous dis, du travail supplémentaire, mais aussi un stress supplémentaire parce que le médecin résident peut avoir réussi tous ses stages parce qu'on se rappelle que l'autre système d'évaluation est resté en place, là, c'est-à-dire le format de stages différents que l'on réalise chaque mois où est-ce qu'on a des objectifs à atteindre puis une fiche d'évaluation chaque mois. Donc, par exemple, le médecin résident réussit ses stages, passe ses stages, atteint ses objectifs, mais de façon parallèle, a pas réussi à se faire remplir suffisamment d'APC. Donc, on lui dit, on le menace en fait qu'il pourra pas atteindre, qu'il pourra pas faire les examens de certification du Collège Royal ou qu'il finira pas sa résidence à temps, alors que d'un autre côté, il a réussi tous ses stages puis il progresse de façon adéquate. C'est tout là le paradigme de l'implantation de la CPC puis de la manière que ça a été appliqué dans certains programmes qui est vraiment comme questionnable puis qui ajoute une couche de stress à nos membres. Votre rapport basé sur vos sondages fait également état du fait que, semble-t-il, depuis le tout début, les gens ou les tenants de cette réforme-là étaient conscients du fait que vous faites l'analogie du paquebot, que les gens avaient mis ça à l'eau un peu en considérant juste qu'une fois que c'était parti, on ne pouvait pas l'arrêter. Même si dans les faits, on pouvait déjà identifier des lacunes. C'est un peu ça le sens de votre message ou? Oui, exactement. En fait, le Collège Royal a mis beaucoup de ressources derrière ça. Il faut savoir que lorsqu'on retourne dans les années antérieures puis qu'on regarde pourquoi la CPC a été implantée, on se rend compte que c'est pas parce que il y avait des lacunes importantes en éducation médicale pour les médecins spécialistes. En fait, on se rend compte qu'il y avait comme un paradigme où est-ce que les gens voulaient faire, c'est pas juste être des leaders en éducation médicale, mais être comme les meilleurs. Faut savoir à la base, là, dans le fond, que la CPC, c'est parti d'un projet pilote qui a eu lieu dans le programme d'orthopédie à l'Université de Toronto. On remonte en 2009, il me semble, là, pour la première édition de ce projet pilote-là. Et donc, il y a comme 2 études qui ont été publiées suite à l'implantation d'une forme de CPC dans les programmes d'orthopédie à l'Université de Toronto. 2 études publiées. Puis de là, on est parti en grande pompe pour appliquer la CPC à l'échelle nationale. Alors que le programme de Toronto en orthopédie, avait mis sur pied, avait mobilisé en fait des ressources qui étaient extrêmement importantes pour pouvoir réussir à implanter ce programme-là. Puis on se rend compte aussi que l'un des objectifs derrière le projet pilote à Toronto, c'est de voir si on était capable de former des médecins en orthopédie de manière plus rapide. Donc, l'une de leurs issues majeures, en fait, de l'étude, c'était de voir si les résidents pouvaient être gradués après 4 ans. Donc, eux, ils basaient tout leur programme sur l'implantation de modules où est-ce que, par exemple, là, ils étaient dans le module de la cheville, par après le module de la colonne. Puis là, le module intégrait beaucoup de simulations, de travail en laboratoire, de modules éducatifs. Tout ça, là, qui avait nécessité beaucoup de financement puis d'heures de préparation que le programme avait décidé d'implanter. Puis par la suite, les médecins résidents avaient un examen oral, un examen écrit à passer sur le sujet, là, donc par exemple la colonne.
Il y avait par la suite des périodes cliniques où est-ce que là, il apprenait à faire vraiment la chirurgie dans un milieu clinique, puis il était évalué par le médecin responsable là, du module colonne qui venait les évaluer en salle d'op, malgré qu'il était en train d'opérer avec un autre patron. Là. Il venait vraiment se faire évaluer cette journée-là pour savoir s'il était rendu autonome à faire ce cas-là de colonne. Donc, bref, on se rend compte que ce qui a été fait est pas mauvais en soi là, dans le programme d'orthopédie à Toronto, mais ça mobilise des ressources qui sont incroyables. D'ailleurs, ça fait partie de la critique des auteurs dans justement leurs études qu'ils ont publiées, de dire que, bon, eux avaient eu, dans le programme de Toronto, tu sais, avaient accès à beaucoup de ressources financières, puis que les médecins enseignants avaient eu beaucoup de temps protégé pour pouvoir participer à ces modules puis à l'enseignement de leurs résidents. Donc, bref, tout ça est parti d'un programme de projet pilote à Toronto qui comportait initialement 13 résidents sur 4 ans. Puis, 2 études publiées et de là est venue l'idée de faire la CPC à l'échelle nationale. Donc, on se questionne vraiment sur le peu de données qui sont disponibles, puis aussi sur la faisabilité de reproduire le modèle de Toronto, c'est-à-dire on n'est pas certain que c'est possible d'appliquer un modèle comme ça à large échelle qui nécessite des ressources financières, mais aussi des ressources de temps incroyables pour les médecins enseignants qui sont dans ces programmes-là. Donc, bref, on questionne on questionne en fait la faisabilité du projet. Puis par la suite, de la manière que ça a été implanté, malgré les drapeaux rouges qui ont été lancés de comme ça représente une couche de stress vraiment importante pour nos médecins résidents. On se rend compte aussi qu'il y a certaines APC qui finissent par être remplies à la va-vite, sans aucune rétroaction. Donc, on se questionne vraiment sur le bénéfice pédagogique de ces APC-là en tant que tel, puisque l'APC devient comme une fin en soi. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que mon APC 5.1, j'aille mon 5 sur 5, puis que je puisse la cocher dans mon fichier Excel pour dire c'est fini. Et non pas qu'on a pris le temps de s'asseoir avec notre médecin enseignant, puis qu'on a fait qu'on a reçu de la rétroaction, puis qu'on a vraiment discuté de comment on peut s'améliorer. Fait que bref, on questionne vraiment ce système-là, le peu de littérature derrière, puis le fait que ça a comme tout changé le paradigme d'éducation médicale en médecine spécialisée au Canada pour très peu de données derrière. Fait que vous m'excuserez pour cette longue parenthèse. Non, mais je vous écoute, puis c'est comme... Maintenant que vous en parlez de l'histoire d'orthopédie de Toronto, là, je me rappelle quand ça a commencé, là, puis le réflexe que je me... ou plutôt ce que je me disais à l'époque, puis je me dis encore, puis vous me parlerez, vous allez cette fois-ci me pardonner l'anglicisme, mais « if it's not broken, don't fix it ». Donc, ça soulève un peu cette question-là. Puis l'autre dilemme que ça soulève, vous en avez fait mention un peu, ça touche l'éducation médicale continue, mais ça touche également la formation médicale continue une fois qu'on est en spécialité. C'est qu'à l'occasion, on a l'impression que ces activités-là deviennent en soi une fin et non un moyen. Parce qu'en théorie, l'éducation des résidents, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour former des médecins spécialistes. Puis quand ça devient d'une telle complexité, on se questionne sur les motivations peut-être des gens qui ont pensé à ça. Puis moi, un peu, parfois, je me demande s'il n'y a pas une certaine déconnexion là, par rapport au contexte clinique, mais je ne suis pas près des gens qui raisonnent ça. Puis l'autre élément de dire, on pourrait viser une résidence en 4 ans plutôt que 5, ça soulève un enjeu au niveau des ressources parce que vous êtes des résidents étudiants, mais vous êtes également des employés du réseau de la santé. Alors, si on retire un résident en chirurgie après 3 ans et demi de résidence, là, on vient de perdre une ressource humaine extraordinaire pour donner des soins à la population. Ce que les gens ignorent parfois, c'est qu'un résident 4 ou un résident 5 offre des soins comme un médecin spécialiste là, à toute fin pratique, sous supervision, mais que le niveau de supervision, plus on avance, moins il est direct, puis l'autonomie est presque complète à la fin. Puis de penser aussi, moi ça me dépasse complètement, là, mais de penser qu'il vient un moment donné où comme médecin, on a assez appris, moi ça me dépasse
complètement. Ça fait 25 ans que je pratique et je prends encore plaisir à aller, quand j'ai le temps, dans une salle d'opération, voir un collègue faire une intervention parce que j'en retire tout le temps quelque chose. Alors de penser qu'un résident en 4 ans de formation en aurait déjà appris assez, ça me dépasse. Mais il y a peut-être des choses que je ne comprends pas, là. Donc, peut-être. Non, mais vous avez tout à fait raison. Puis c'est, tu sais, en fait, c'est là aussi qu'on voit un peu la déconnexion entre, bon, le modèle CPC, Collège Royal, qui vise un peu justement, là, qui fait les belles promesses de, on pourrait réduire la durée de formation de la spécialité. Puis après ça, on voit la déconnexion totale par rapport au modèle actuellement de diplomation en médecine spécialisée au Québec, qui exige un nombre clair de formation, un nombre de mois clair de formation. Donc, la plupart des programmes en spécialité au Québec, c'est 60 mois de formation. Donc là, on se ramasse avec comme un programme de CPC qui nous vend le rêve de vous pourriez terminer plus tôt, alors qu'en fait, dans le concret, ben effectivement, on a des soins à donner à la population. On a des mois de stage avec des grilles de stage qu'on peut pas changer comme bon nous semble parce que justement, on a un devoir envers notre société. Puis, si on est attendu le mois prochain en chirurgie générale à Saint-François d'Assise pour donner des soins puis pour être sur l'équipe, ben on peut pas arriver la semaine avant puis se mettre à toujours changer l'horaire des médecins résidents en fonction de ils sont rendus où, tu sais, dans leurs APC. Dans le concret, c'est pas quelque chose qu'on peut changer de manière aussi flexible à la semaine selon on est rendu où dans le nombre de fiches cliniques qu'on a remplies. Donc bref, puis vous avez tout à fait raison, tu sais, quand vous dites qu'après 20 ans, après 25 ans, on continue d'apprendre, ben nous, on se questionne vraiment sur la validité qu'une des issues majeures qui est mesurée dans les 2 études qui ont été publiées, c'est de dire, ben on a réussi à former des orthopédistes en 4 ans. Moins, mais encore, tu sais, dans le sens que pour nous, c'est pas une fin en soi, puis en fait, ça vient pas prouver la valeur pédagogique de cette approche-là que de dire qu'on a réussi à les former un peu plus vite, tu sais. Je sais pas si vous me suivez dans ce Tout que à fait. j'avance, là, mais bref. Non, mais en fait, on boit la même eau, donc on est un peu d'accord. Vous n'avez pas à me convaincre, mais je suis. Ouais, non, c'est ça. Ça me surprend encore une fois au point de vue purement là, pédagogique ou intellectuel de dire qu'on peut, à un certain moment donné, avoir assez appris. Ça me dépasse complètement. Puis comme je vous dis, on ne cesse. Puis en fait, vous allez le vivre aussi quand vous allez commencer à pratiquer. Vous allez être meilleur après 5 ans de pratique. C'est sûr. Vous avez des meilleures connaissances le jour 1, mais vous êtes une meilleure clinicienne après 5 à 10 ans. Je ne connais moins le domaine médical. J'aurais de la difficulté, mais probablement aussi au niveau médical, l'expérience vient se greffer. Mais au point de vue chirurgical, ça m'apparaît impossible de dire que, par exemple, après, dans mon cas, je sais pas moi, 10 résections coliques laparoscopiques, là, j'ai atteint mon niveau de compétence. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'à la 100e, on va avoir un écueil. Puis l'autre chose, parfois aussi, c'est qu'en résidence, il peut arriver qu'on soit exposé seulement une fois à un cas qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Puis si, pour toutes sortes de raisons, ben on avait nos APC pour ce type de pathologie-là, on ne verra jamais ce cas-là. Puis je rejoins un peu ce que j'ai reçu en entrevue il y a quelques semaines un chirurgien qui est maintenant installé à Saint-Georges-de-Beauce, qui a été confronté dans les premières semaines de pratique à un accident industriel énorme, puis il a dû procéder, je me rappelle bien, à une cricotomie en urgence, donc un contrôle des voies respiratoires à l'urgence chez un patient, je pense, qui souffrait de brûlure des voies respiratoires. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'il avait fait durant sa résidence. Puis le commentaire qu'il m'a fait en citant un des vieux chirurgiens seniors de notre programme, c'est de dire que pendant ses résidences, ce ne sont pas des opérations qu'il avait apprises, il avait appris à opérer. Donc, il avait acquis les compétences pour poser un geste, même s'il connaissait ce geste simplement d'un point de vue théorique. Mais ça prend beaucoup, ça prend du volume pour avoir ce confort-là. Je suis tellement d'accord. Exactement. Je suis tellement d'accord. Puis
Oui, Non, je vous écoute, allez-y. peut-être juste en terminant. Oui, non, excusez, c'est juste que je pourrais en parler pendant des heures, mais tu sais, justement, quand on arrive dans les APC, puis surtout dans un domaine, c'est justement technique, mais on se rend compte quand on lit sur la CPC qu'il n'y a aucune validité technique, validité de la littérature derrière qui dit qu'après 7 appendicectomies, on est compétent. Dans le sens que les chiffres qui ont été choisis pour dire que pour une appendicectomie, il faut en avoir réalisé 7. Pour les accouchements, je vous dis un chiffre, c'est pas le vrai, là, mais il faut en avoir réalisé 9 pour être considéré compétent. Mais ce chiffre-là n'est basé sur aucune donnée de la littérature. OK. Mais c'est le chiffre de nombre de fiches cliniques qui a été déterminé par le Collège royal qu'il faut obtenir. Donc, bref, ça me fascine ce manque de données de la littérature derrière ce changement de paradigme en éducation spécialisée. Avez-vous une certaine écoute dans le moment, là, on parlait des instances qui n'avaient pas assuré de suivi là, selon l'étude que l'on a citée tout à l'heure, le Collège royal ou les universités. Avez-vous entre guillemets, un retour d'appel ou c'est un silence radio? Ouais, mais je vous dirais que les facultés de médecine sont un peu dans une position particulière, en ce sens qu'ils sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire que leur agrément pour leur programme, l'agrément pour ceux qui sont pas en médecine, c'est lorsque le Collège royal avec les facultés de médecine vient visiter les programmes pour s'assurer que on forme les médecins selon des critères objectifs, puis qu'on s'assure que le programme a atteint un certain niveau pour dire qu'il peut bien former des médecins. Donc, bref, pour obtenir leur agrément, les programmes, ils doivent adhérer à la CPC, puis ils doivent embarquer dans ce nouveau mouvement-là avec des médecins enseignants qui remplissent des APC. Donc, bref, ils ont comme pas le choix d'embarquer dans le mouvement, si on veut. Donc, bref, je considère que les facultés de médecine sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce actuellement. Le Collège royal, ça a été un peu plus difficile. Je vous dirais que lorsqu'ils ont un projet derrière, qui ont mis beaucoup de ressources pour l'implanter, puis qui ont vanté pendant plusieurs années, c'est sûr que la FMRQ, qui dès la première année vient un peu jouer le trouble-fête, puis lève la main en disant que l'implantation se passe pas super bien, ben c'est sûr que au début, on a un peu, le Collège royal a un peu fait la sourde oreille. Faut aussi savoir que la filière internationale du Collège royal vend son expertise à l'international. Donc pour eux, ça représenterait un échec qui peut comporter des conséquences financières que d'avouer que finalement la CPC représente peut-être pas la panacée. Donc je voudrais que c'est un dossier qui est complexe avec des acteurs qui sont tous touchés par le domaine, mais qui sont qui ont tous, eux aussi, leurs intérêts derrière. Donc, c'est un peu difficile actuellement, là, pour chacun, je pense, c'est des acteurs qui sont impliqués dans la CPC, de savoir sur quel pied danser, puis quelle va être la suite, là. Donc là, pour l'instant, j'imagine que vous attendez un peu les retombées là, des études publiées récemment, c'est ça? Exact. C'est sûr que pour nous, l'étude qui a été publiée par les chercheurs indépendants qui ont regardé toute la littérature derrière la CPC, pour nous, ça représente quand même quelque chose d'important, puis on espère que ça va ouvrir à tout le moins le débat sur la question. Parce que dans les 4 dernières années, si on veut, la FMRQ a surtout questionné l'implantation de la CPC, c'est-à-dire comment, dans le concret, c'était appliqué dans les milieux, puis comment c'était difficile de faire remplir des fiches. Mais là, le débat, je trouve ça intéressant qu'il se déplace aussi sur quelle est la littérature derrière ce programme-là. Puis c'est ça qui a été fait avec le dépôt là, du mémoire là, des chercheurs. Donc, bref, je pense que le débat va pouvoir plus se porter sur la littérature derrière, puis ça, c'est intéressant. Ou sur l'absence de littérature, peut-être. Ouais. Bon, c'est ça. Alors, je vous retiens déjà un certain temps, Dr. Huet de la Liberté, mais
Mais mon entrevue comporte généralement une section baguette magique, là, même si le sujet est sérieux, on peut quand même terminer ça sur une note joyeuse. Donc, il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Ça Ouais. permet souvent de connaître l'invité un peu sous une autre facette. Donc, moi, je vous laisserai dans un premier temps changer une chose dans le système de santé en septembre 2022. Ce serait quoi? Ouais, ben, c'est une très bonne question, une question qui est difficile à répondre. Je pense que je changerais la complexité de la bureaucratie qui atteint parfois des sommets inégalés ou inimaginables parfois dans notre système. Entre autres, je pense que un article qui m'avait marqué là, dans la presse qui avait été publié l'automne dernier sur un médecin qui avait besoin d'une imprimante dans son bureau puis que les démarches administratives avaient atteint des niveaux inégalés où est-ce qu'il était même prêt à l'acheter lui-même, l'imprimante, mais il n'y avait même pas accès au réseau pour pouvoir connecter. Il n'y avait pas les accès informatiques, il n'y avait pas le droit de brancher lui-même une imprimante. Puis bref, ça l'avait atteint comme des sommets inégalés de complexité. Puis ça, c'est juste un exemple cocasse, mais je trouve parfois que dans les grandes machines de CIS et de CIUS, la bureaucratie atteint parfois là, des sommets quand même inimaginables, puis que des fois, des petits projets d'initiative locale pourraient améliorer des aspects concrets de notre pratique, mais que la complexité de la bureaucratie derrière nous en empêche. Donc, moins de bureaucratie. Ouais. Donc, vous n'êtes pas la première Plus d'actions à suggérer concrètes. ça. Ouais. Et là, je reprendrai la baguette magique et je vous laisserai rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, là, peut-être pas pour remplir une APC, là, mais peut-être plus pour prendre un café ou un verre. Ce serait qui? Ouais. Mais ça aussi, c'est une bonne question. Mais je rencontrerais Dr. Sophie Motard, orthopédiste, oncologue à Maisonneuve-Rosemont. On a pu la voir de garde 24/7. Là, je triche un peu parce que je l'ai déjà rencontrée externe. C'est sûr qu'elle se souvient plus de moi. Mais moi, je me souviens beaucoup d'elle, puis j'aimerais ça la rencontrer à nouveau. Je trouve que c'est une femme, inspirante, mais qui a aussi vraiment vraiment des belles relations qu'elle développe avec ses patients. Là, je trouve ça exceptionnel, le lien qu'elle a avec ses patients. Une femme qui est impliquée en recherche, qui a étudié à l'époque où est-ce que l'orthopédie était plus un monde d'hommes. Là, tranquillement, ça se féminise, mais quand même. Bref, j'aimerais beaucoup la rencontrer à nouveau. Ah ben ça, c'est quand même accessible, parce qu'il y a des gens qui me donnent des choix plus difficiles que ça. Non. Très terre à terre, moi, dans la vie. Quelque chose d'accessible et faisable. C'est très bien. Et on pourrait faire des démarches. Excellent, donc ça complète très bien l'entrevue. Docteur Ruel-Laliberté, je vous remercie. Là, je vous ai retenu plus longtemps que prévu. C'est un sujet qui peut paraître un peu plus aride là, pour les non-initiés, mais je pense que c'est quand même important que la population soit au fait des enjeux vécus par les jeunes médecins qui vont les soigner pour les 20 ou 30 prochaines années. Donc, c'est dans cette optique que je voulais vous rencontrer ce soir. Donc, je vous remercie énormément. Merci à vous. Puis peut-être à la prochaine, là, peut-être avec Dr. Motard. Donc à bientôt. Bye. Merci. Bye bye.